Bonjour à tous, Sarah Lénaise, conseillère dans le reclassement accompagnant les personnes ayant des problématiques de santé. Je suis avec mesdames Dominique Lhuillier et Anne-Marie Vazeur. Madame Lhuillier, vous êtes psychologue du travail, spécialiste de la problématique santé au travail et professeur émérite au Centre de recherche sur le travail et le développement au CNAM. Anne-Marie Vazeur, vous êtes sociologue, vous appartenez au laboratoire LISE, laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, au CNAM aussi. Nous sommes en compagnie de ces deux auteurs pour leur ouvrage qui vient de sortir en février 2016 aux éditions ERES sur la problématique de la santé au travail et qui s'intitule « Vivre et travailler avec une maladie chronique ». Alors, pour débuter cet entretien, d'abord, ma première question à vous, Madame Lhuillier. Quelle est la raison qui vous a mené à travailler sur ce thème ? En fait, Anne-Marie et moi, on travaille depuis plusieurs années sur un certain nombre de questions qui nous ont amenés à penser que la question de la maladie chronique au travail, qu'on peut d'ailleurs penser comme plus globalement avoir des problèmes de santé et souhaiter se maintenir en activité professionnelle ou revenir au monde du travail, et c'est une question qui est socialement de plus en plus importante et de plus en plus donc aussi difficile à traiter du fait du nombre de personnes concernées. Alors c'est lié à plusieurs choses, c'est lié notamment au progrès de la médecine qui font qu'aujourd'hui on peut se maintenir en activité professionnelle même si on a des problèmes de santé qui peuvent être assez lourds. Néanmoins les traitements permettent ce maintien-là. C'est lié aussi au vieillissement de la population active. L'avancée en âge se faisant, on a plus de chances, entre guillemets bien sûr, d'avoir des problèmes de santé. C'est lié aussi aux évolutions du monde du travail qui font que le travail s'intensifiant, les exigences étant peut-être accrues, les marges de manœuvre dont chacun peut disposer dans la construction d'une activité professionnelle personnelle compatible avec son état de santé, voilà, tous ces modes de régulation se réduisent aujourd'hui. Donc on a affaire à une problématique qui devient à la fois plus importante en nombre, en importance, et en même temps plus difficilement gérable par les milieux professionnels. D'où le titre de votre ouvrage, puisque vous dites qu'aujourd'hui, les maladies chroniques concernent 10 millions de personnes. Alors, sur cette population qui s'intensifie, vous parlez dans votre ouvrage d'une transformation. L'expérience de la maladie transforme. Comment ? Oui, l'expérience de la maladie transforme, a fortiori bien sûr s'il s'agit d'une maladie qu'on considère comme grave, au sens où il y a des risques d'évolution vers une invalidation, il y a des risques de mort. En tout cas, il y a une transformation du rapport à son corps, la confrontation à l'idée que le corps ne répond plus aux commandes, il n'est plus à la mesure de ce qu'on voudrait qu'il soit en capacité de faire. Il y a une transformation du rapport à la vie d'une manière plus générale, c'est-à-dire ça conduit à interroger ses priorités. C'est notamment l'occasion de se demander si on veut continuer à perdre sa vie à la gagner, si on est peu satisfait par son activité professionnelle, si on a, on va dire, un travail alimentaire, alors l'expérience de la maladie vient accroître le niveau d'exigence par rapport aux différents investissements qu'on a dans sa vie, et notamment vis-à-vis du monde du travail. Ça transforme aussi le rapport aux autres, puisqu'on se demande si on est comme les autres, différent des autres, est-ce qu'on peut signifier, partager, dire cette différence, ou est-ce que les autres risquent de prendre peur devant cette révélation. Il y a un bouleversement qui impacte les projets, rend plus difficile aussi la projection de soi dans le temps, qui impacte les priorités, qui impacte les rythmes de vie, les manières de faire. On est amené évidemment à transformer aussi son activité professionnelle. Alors justement sur la question du travail, si la personne malade ne peut plus travailler, comment se remobilise-t-elle ?
et quelles sont ses marges de manœuvre? Oui, alors le retour au travail, il faut bien séparer deux choses, hein. Il y a le travail activité, donc des choses que la personne aurait envie de faire, même peut-être déjà qu'elle avait eu envie de faire avant la maladie, et le travail emploi, c'est-à-dire l'emploi qu'elle occupait précédemment sa maladie, ou peut-être elle est même encore en emploi. Donc il faut bien séparer ces deux choses, puisqu'en fait la maladie vient justement questionner cette notion d'emploi, de subordination à un emploi, puisque certains malades nous ont dit, lorsqu'on a travaillé avec eux, qu'en fait ils étaient subordonnés à la maladie, pas tant à l'emploi. La maladie devient quelque chose d'essentiel, notamment pour ceux qui ont une maladie grave, qui peut avoir des effets très importants sur leur devenir. Donc en fait, elle va devenir quelque chose de prioritaire. Et donc l'activité, du coup, est vue plutôt comme une activité qui leur permettrait en fait de reprendre une place dans le monde social, dans le monde familial, avec les amis, les personnes qu'elles aiment, ce qui fait sens. Et du coup, le travail emploi, pour certains, tout d'un coup est vu un peu comme quelque chose de repoussoir. Donc voilà, donc en fait c'est ça qui va se mettre en place chez un certain nombre de personnes où elles vont re-questionner en fait ce qu'elles ont envie de faire. Alors, de manière générale, la plupart des personnes qu'on a rencontrées souhaitent revenir à l'emploi. Donc pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que finalement c'est une possibilité pour elles de sortir de la maladie. Ça va les aider en fait à quitter cet état où elles sont un peu centrées sur elles-mêmes et elles comptent en fait sur cette activité emploi pour pouvoir finalement oublier un petit peu ce passage difficile. Et en fait, ce retour à l'emploi va leur donner plein de repères. Alors c'est vrai aussi pour une activité, donc les personnes qui n'arrivent pas à revenir à l'emploi pour des raisons diverses, mais qui reprendraient des activités, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient dans d'autres univers sociaux. Ces activités comme cet emploi sont importantes parce que ça va donner plein de repères en fait au quotidien sur ce qu'elles seront capables de faire. Et en fait, elles vont voir très rapidement que finalement, ce qui paraissait insurmontable il y a quelques mois, finalement, elles arrivent maintenant à le faire. Mais souvent, elles ont tendance à oublier en fait tous ces progrès qu'elles font, qui peuvent être des progrès tout à fait insignifiants pour monsieur tout le monde. Et donc, c'est pour ça que l'activité est importante, parce que ça permet finalement d'être confronté à des choses qu'on ne ferait pas si on était seul, enfermé dans sa chambre de malade, et deux, de reprendre pied en fait dans le monde social. Donc il y a une vraie importance de cette activité-là. Et cette reprise de confiance, elle se fait dans un lieu particulier dont vous parlez dans votre ouvrage, qui sont les clubs de malades. Donc qu'apportent ces clubs à ces malades? Oui, donc c'est effectivement, on a souhaité dans notre étude mettre en place un dispositif collectif. On s'est dit, l'action sociale semble s'épuiser un petit peu avec tous ces dispositifs individuels, et il y en a. Donc entre les mi-temps thérapeutiques, les congés maladie, les invalidités, etc. Enfin, il y a plein de dispositifs qui existent, qui sont effectivement parfois même plébiscités par les personnes, mais il semblerait que ça ne suffise pas. Les personnes ont besoin, en tout cas c'est ce qu'on a compris, des formules qui existent. Certaines associations de malades mettent déjà en place en fait on va dire des groupes de parole. Mais bon, nous on a voulu faire autre chose qu'un groupe de parole. On a voulu en fait faire en sorte que les personnes puissent se saisir en fait de ce lieu collectif pour échanger. Alors pas tant autour de leur maladie, puisqu'en fait dans ces clubs il y avait des personnes qui avaient des pathologies très différentes. Il pouvait y avoir des personnes concernées par la sclérose en plaques, par les cancers, par des diabètes, par le VIH, par la schizophrénie, par tout un ensemble de troubles, même des pathologies qui n'ont pas été véritablement diagnostiquées, mais pour lesquelles les personnes avaient beaucoup de symptômes. Donc toutes ces personnes se retrouvant autour de la table n'ont pas tellement voulu parler de leur pathologie spécifique, un peu aussi. Elles ont été obligées en fait de sauter un petit peu, de prendre un petit peu en surplomb leur maladie pour parler en fait de ce qu'elles pouvaient faire et de ce qu'elles pouvaient faire plus difficilement. Et donc c'est autour de ces échanges que les personnes ont réussi parfois à se remobiliser pour des projets auxquels elles n'avaient même pas pensé, puisqu'en fait la norme c'est quand même de revenir au boulot
tel que le travail qu'on a quitté avant, et avec la pression des collègues, de la famille, il faut que tu reviennes à 100% de tes moyens, et puis il faut que la page soit tournée, reviens vite au boulot. Il y a des injonctions du corps médical, mais ça peut être aussi des injonctions de la famille, des injonctions qui sont totalement insupportables pour certaines personnes, qui voient bien qu'elles n'ont pas retrouvé ni la confiance en elles, ni l'énergie suffisante. Et puis il y a cette quête de sens, ou perte de sens plutôt, qui s'est mise en place. Donc les clubs ont été l'occasion, durant 2 ans et demi, de travailler tous les 15 jours avec les personnes pour mettre sur la table les questions qu'elles se posent à elles-mêmes et qu'elles peuvent effectivement poser aux autres et trouver en fait des réponses d'expérience chez les autres. Et ça a été extrêmement enrichissant non seulement pour elles mais aussi pour nous, pour comprendre en fait tout ce processus de retour au travail qui peut prendre chez certaines personnes beaucoup de temps, chez d'autres ça peut aller beaucoup plus rapidement. Alors justement, je rebondis là-dessus. Comment la maladie chronique est prise en compte dans l'entreprise? Alors, la maladie chronique est prise en compte de la même manière que les autres maladies aiguës. Les dispositifs sont identiques. Donc la personne concernée va commencer, si elle le souhaite. Il y a énormément, et en fait il y a plus de personnes en situation de maladie chronique dans les entreprises qui n'ont ouvert aucun dispositif, qui sont dans l'entreprise et qui en quelque sorte font le choix d'essayer de minimiser, voire de masquer en fait leur maladie. Pour certaines personnes c'est plus difficile, ça dépend des pathologies, mais pour les personnes pour lesquelles un congé maladie de longue durée est absolument nécessaire, là évidemment il est plus difficile de taire et de cacher la maladie. Donc ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui vont effectivement entrer dans les dispositifs, donc voir la médecine du travail, voir les assurances sociales, et puis bénéficier, puisqu'elles ont ouvert des droits au congé longue maladie. Ensuite, ça peut être un mi-temps thérapeutique, etc. Donc le retour au travail, pour répondre à votre question, va se passer très souvent par une prévisite avec le médecin du travail, qui va effectivement voir s'il y a un poste qui est disponible. Donc c'est tout un travail en amont avec les ressources humaines et avec les différents chefs de service pour voir si la personne en question peut reprendre, dans quelles conditions peut-elle reprendre, et surtout à quel poste. Parce que l'entreprise n'a pas nécessairement un poste vacant pour la personne, donc il peut y avoir des délais. Voilà, donc durant cette premier entretien de pré-reprise ou l'entretien de reprise, la personne, avec le médecin du travail, devrait être en capacité de dire ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire par rapport au poste qu'on lui propose. Et ensuite, il y a des jeux d'essai. Certaines entreprises sont très patientes, d'autres beaucoup moins. Elles proposent donc des postes un petit peu aménagés pour que la personne puisse reprendre doucement ses repères. Tout dépend aussi de la pathologie, tout dépend aussi s'il y a un contact avec la clientèle ou pas. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se jouent à ce moment-là. Et puis, progressivement, la charge de travail peut s'accroître. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le moins bon des cas, si l'entreprise n'a plus de poste vacant, si la personne n'a pas donné satisfaction avant son congé maladie, on peut s'acheminer assez rapidement vers une aptitude à tout poste. Donc les sorties sont possibles. La maladie ou la reconnaissance travailleur handicapé ne protège pas le salarié d'un licenciement pour inaptitude. Alors justement, faut-il parler de sa maladie au travail? Alors c'est une question difficile, Peut-être d'abord, à l'évidence, cette question ne se pose que lorsque la maladie ou les problèmes de santé, de manière plus générale, ne sont pas visibles. Et c'est bien souvent le cas. Donc à ce moment-là, la personne se demande si elle a des bénéfices à révéler ses problèmes de santé ou si au contraire, il faut les dissimuler. Il y a les stratégies de maintien du secret consistent en général bien sûr à taire, à cacher les difficultés qu'on peut avoir dans l'activité professionnelle au quotidien, à cacher le fait que par ailleurs on a un suivi médical qui impose des absences, qui impose des hospitalisations de temps en temps, etc. Donc on a des tas de stratégies qui permettent de maintenir ça en clandestinité. Donc la dissimulation. Après, il y a d'autres stratégies qui consistent à plutôt cacher la maladie qu'on a en mettant en avant une autre maladie qui est considérée comme moins problématique, moins stigmatisante, risquant de moins entraîner de jugements négatifs. Parce que finalement,
ce que la personne craint fondamentalement dans le fait de révéler ses problèmes de santé, c'est la disqualification, la relégation, voire l'exclusion. Hein, dans le monde du travail aujourd'hui, étant donné les transformations qu'on connaît du monde du travail, se montrer vulnérable, pouvoir assumer de dire oui, j'ai un problème de santé, mais je souhaite me maintenir en activité professionnelle, c'est évidemment prendre le risque de la mise au placard, voire même du licenciement pour inaptitude. Donc, en aucune manière, je pense qu'il est possible de construire un guide de bonne pratique. Il conviendrait de taire, il conviendrait de dire. Je pense que les situations, elles sont à apprécier en fonction de la singularité des cas. Ce qui va jouer aussi beaucoup, c'est l'histoire antérieure, parce que la maladie ou les problèmes de santé, ils arrivent à un moment donné d'une histoire professionnelle. Si l'amont de cette histoire professionnelle est, on va dire, globalement positif, alors on peut faire l'hypothèse que la capacité d'accueil et de réception de cette information sans mise en danger de la personne sera évidemment plus importante que dans les situations où, pour X raisons, il y a un historique lourd, on va dire. Alors, la révélation de la maladie sera l'occasion rêvée pour se débarrasser de la personne. Donc, il faut à chaque fois apprécier. Par contre, ce qu'on sait, alors assurément quand même, et les personnes qu'on a rencontrées nous le disent, c'est que l'activité de dissimulation, le fait de maintenir le secret, c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut être une stratégie positive pour prévenir le stigmate, mais c'est une stratégie négative du point de vue de la préservation de l'usure prématurée au travail. Parce que du coup, on reste seul, complètement seul, avec le poids de l'expérience de la maladie et avec le poids de la construction de la compatibilité, maintien de l'activité professionnelle et souci de soi, préservation de soi et maintien d'une activité de traitement quand traitement il y a, et c'est souvent le cas. Donc à terme, on s'aperçoit que souvent les personnes qui tentent de construire dans la solitude ces compromis, ces arbitrages, peuvent au bout d'un moment lâcher et se retrouver sortis du marché du travail parce que justement construire le travail de santé dans cette solitude radicale, c'est très coûteux. Très bien. Alors, vous avez regardé 3 entreprises. Sur ces 3 entreprises dont les activités sont différentes, quelles différences, quelles similitudes vous avez perçues dans ces 3 organisations, mesdames? Oui, alors on a souhaité en fait suivre les personnes, alors pas celles qui étaient venues au club bien évidemment, hein, mais d'autres personnes, c'est-à-dire voir l'ensemble des acteurs concernés par la maladie chronique au sein de différentes entreprises. Donc ce sont toutes des grandes entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc une est dans le commerce non alimentaire, l'autre est dans la propreté, dans le nettoyage, et l'autre dans le travail intérim. Donc on a souhaité prendre plutôt de mettre le focus en fait sur des personnes qui ont des métiers plutôt assez pénibles, donc à tous âges, et de voir en fait comment elles, revenant de maladies graves ou s'étant maintenues coûte que coûte dans l'entreprise sans avoir nécessairement alerté le service santé au travail, comment elles se débrouillaient, à quel niveau ça se jouait. Et en même temps, l'enquête en fait, s'est poursuivie aussi sur les chefs de service. Donc la question c'était de voir avec eux comment est-ce qu'ils gèrent en fait, ces situations où vous avez des personnes qui peuvent des fois être au travail mais sans pouvoir faire grand-chose parce qu'elles ont un peu mal partout. On va dire une forme de présentéisme qui a déjà été mise en évidence dans les années 50 par Claude Weil, c'est des choses qu'on connaît aussi depuis longtemps. Et il y avait aussi le point de vue en fait, des ressources humaines, parce qu'eux aussi ont tout un ensemble d'obligations et se soucient aussi à leur façon de voir en fait, comment le retour ou le maintien en emploi peut se faire. Et donc notre équipe de psychologues et de sociologues a été en fait, d'essayer de croiser en fait, toutes ces informations. Alors, ce qu'il en ressort effectivement, c'est que, bien sûr, les entreprises pour lesquelles les marges de manœuvre sont constituées, alors soit de façon assez explicite, parce qu'elles seraient structurées à l'entreprise, soit qu'elles seraient plus fonctionnelles, donc au libre arbitre, en fait, on va dire, des différentes strates de management, ces entreprises, en fait, ont
sont plus accueillantes, on va dire, et permettent en fait un petit peu mieux le maintien, même si tout n'est pas rose. Donc, je donnerai quelques exemples tout à l'heure pour faire comprendre en fait cette espèce d'ambivalence qu'on a rencontrée dans chaque entreprise. Donc, prenons en fait une entreprise de nettoyage où ce sont essentiellement des femmes qui sont concernées en fait par le nettoyage de bureaux. Elles sont effectivement souvent bien concernées par les pathologies, que ce soit des lombalgies, des sciatiques ou des pathologies des épaules, mais aussi de fatigue chronique qui peuvent être liées à tout un ensemble de maladies qui ne sont pas forcément déclarées. Donc ça peut être effectivement des diabètes, même des cancers, des maladies assez invalidantes. Elles sont au travail parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas tellement le choix, donc elles acceptent de faire un travail que personne ne voudrait faire. Donc, elles sont déjà dans une situation où elles se considèrent quelque part comme étant chanceuses d'avoir un emploi. L'employeur lui présente très souvent cette démarche de RQTH. Ces personnes-là, des fois, effectivement, acceptent ce protocole, se pensant protégées effectivement par l'employeur. C'est comme ça qu'on arrive à des entreprises qui arrivent finalement à leur obligation d'emploi assez facilement. Mais nous, ce qui nous a surpris, c'est que finalement la contrepartie n'existait quasiment pas, dans le sens où finalement les conditions de travail ne sont même pas repensées. Donc ce qui sauve ces personnes en quelque sorte, c'est que les marges d'activité résident en fait dans l'activité elle-même. C'est-à-dire les jours où elles sont effectivement prises par de fortes douleurs, elles vont réussir finalement à tenir leur poste avec un minimum d'efforts. Soit des fois avec une coopération avec d'autres personnes sur le site qui peuvent les aider à faire des tâches qu'elles ne pourraient pas faire, soit finalement elles sont suffisamment habiles pour faire en sorte que ça donne l'impression d'être propre. Puisqu'en fait le contrôle des tâches dans ces métiers-là n'est pas fait au quotidien et en permanence, mais surtout provient du client, de la satisfaction du client. Donc là on peut dire qu'il y a des marges qui recèlent à l'intérieur de l'activité dont se saisissent largement ces personnes-là. Donc à ce travail très dévalorisé, il y a malgré tout des marges qui leur permettent finalement de survivre un petit peu dans ces activités-là. Mais ce qui est effectivement tout à fait contestable, c'est que finalement l'encadrement intermédiaire, même s'il est bien sûr totalement au courant de la pénibilité, de l'ingratitude, de ce travail, finalement ne fait pas grand-chose pour chercher en fait à améliorer les conditions de travail. Donc, dans une autre entreprise, on a vu également d'autres marges qui sont même structurelles. Donc cette fois-ci, c'est l'entreprise elle-même qui, pour anticiper en quelque sorte l'absentéisme, est souvent présenté comme un vrai poison par les ressources humaines, qui sont à la fois obligées d'essayer de prendre la chose en main, mais qui en même temps ne veulent pas trop le faire parce qu'elles nous disent très souvent que finalement, c'est s'acheter une paix sociale que de considérer un certain taux d'absentéisme comme quasiment normal. Donc dans l'entreprise du commerce, cet absentéisme est donc à la fois payé par le fait qu'il y ait la possibilité de convoquer en sureffectif un certain nombre de personnes dans cette entreprise, par anticipation. Dans les entreprises où on ne peut plus effectivement faire du sureffectif, si j'ai besoin de 100 caissiers, je convoque 110 caissiers, comme ça j'ai une chance d'en avoir 100 un jour donné. Si je ne peux plus le faire, je me retrouve en fait avec 90 caissiers pour la journée, donc ce qui peut poser des problèmes. Donc à haut niveau, c'est ce qu'ils essayent effectivement de garder. Donc, mais ce n'est pas les seules marges que l'on a trouvées, donc il existe aussi des marges structurelles qu'on aurait observé en fait au niveau de la structure même des salariés. Donc les personnes qui ont une forte ancienneté, qu'il est plutôt difficile effectivement de licencier pour inaptitude, d'autant plus que tout de même certaines personnes dans les ressources humaines connaissent ces personnes depuis longtemps parce qu'elles-mêmes ont été en fait engagées quasiment au même moment qu'elles. Donc c'est des entreprises qualifiées de paternalistes, y compris par les personnes elles-mêmes. Donc le licenciement pour inaptitude en fait n'est pas quelque chose de courant dans certaines de ces grandes entreprises. Donc la marge de manœuvre qui a été trouvée ici, c'est de mixer en fait le personnel avec des jeunes qui ont des statuts précaires, qui permettent effectivement de faire le chiffre d'affaires, une bonne moitié du chiffre d'affaires est fait par des jeunes qui sont plutôt mal payés sur des contrats courts, alors que ces mêmes jeunes souhaiteraient avoir des contrats plus longs et plus pérennes, mais qui permettent effectivement de les mettre sur les postes tendus.
Donc plutôt en soirée, plutôt les week-ends, plutôt en nocturne, si on prend que les caissiers. Ça permet effectivement d'équilibrer et surtout de donner la possibilité aux personnes concernées par des pathologies de se maintenir en emploi grâce à ce système un petit peu de vase communicant. Mais bon, le climat peut être délétère dans l'entreprise, puisqu'évidemment les jeunes comprennent bien effectivement ce qu'ils font, puisqu'en fait ils ont la plus grosse partie du travail à faire. Voilà, donc ça pose tout de même tout un ensemble de problèmes dans les entreprises. Alors, si on veut réfléchir du point de vue de l'entreprise et si on veut être, je dirais, prendre les choses à bras le corps, selon vous, pour vous, à quoi l'entreprise doit être attentive pour bien accompagner le retour de ses salariés malades? Oui, alors avant le retour de ceux qui sont cassés par une maladie, je pense qu'il faut déjà penser peut-être un petit peu effectivement à la prévention de tous ces risques. Alors bien sûr, l'entreprise y pense, mais elle y pense parfois de façon un peu trop stratégique. Il faut revenir à un niveau plus pragmatique. Donc les marges de manœuvre sont effectivement, ça c'est sûr, un moyen de permettre à l'ensemble de la chaîne hiérarchique d'avoir en fait de la latitude pour faire en sorte qu'une personne qui revient ou qui très souvent a des difficultés parce que voilà, elle a mal, c'est un jour où il pleut, voilà, les articulations font mal, etc., de permettre en fait de temporiser un petit peu le travail. L'entreprise a horreur de l'incertitude. En fait, quand je dis entreprise, je veux dire plutôt l'organisation du travail. Elle ne sait pas faire avec. Donc pour permettre en fait à l'encadrement intermédiaire, mais même aux équipes, les équipes peuvent aussi vraiment s'épauler entre elles, si tant est qu'elles aient un petit peu de latitude sur comment je peux faire le travail individuel, mais aussi dans mon équipe. Donc on a vu dans toutes les entreprises, en fait, on voit des solutions temporaires se mettre en place, qui reposent, bon, on peut dire comme ça vu de loin, sur une forme de solidarité, mais en fait c'est plutôt des échanges entre eux. On se rend service, parce qu'ils se disent c'est bien normal aujourd'hui, Serge il peut pas bien travailler, on va l'aider parce que voilà, c'est normal. Donc ce geste-là, bien sûr il peut être encouragé si l'organisation de travail le permet. Alors, sous couvert de certains chefs de service qui sont prêts, effectivement, qui voient bien les choses, et qui des fois le voient, mais sans qu'ils aient de moyens d'agir. Donc il faut effectivement permettre ces latitudes-là de se mettre en place. Je dirais qu'il y a peut-être aussi une précaution supplémentaire du côté de la personne qui est hors de l'entreprise pour le moment. Préparer le retour, ça veut dire aussi maintenir du lien pendant toute la durée de l'absence. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, mal vécu, que de se dire que finalement on a été rayé des listes, qu'on n'existe plus, on ne sait plus ce que devient l'entreprise, on ne sait plus ce que devient son poste de travail, on ne sait même plus si son poste de travail a été maintenu ou s'il a été supprimé. On ne sait pas quels sont les grands changements qui ont affecté son équipe, son service, son métier, sa direction. Plus la durée de l'absence est longue et l'absence de lien total à l'entreprise est durable, plus le retour au travail deviendra anxiogène et difficile. Il faut à la fois préparer le milieu et en même temps que la personne puisse se préparer. Et on peut dire aussi que c'est peut-être la moindre des choses humainement que de prendre des nouvelles de la personne qui a des problèmes de santé suffisamment graves pour qu'elle s'arrête durablement. Donc c'est indispensable ce maintien du lien. Alors justement, vous avez utilisé le terme d'humanité. Vous en faites part à la fin de votre ouvrage. Vous dites que cela permettra d'instiller davantage d'humanité. Selon vous, comment on peut le mettre en œuvre, cette humanité, au sein des organisations aujourd'hui qui sont de plus en plus tendues, auxquelles il faut faire face à des réalités de marché qui sont bien internationales. Donc, avez-vous, j'allais dire, une méthodologie ou des bonnes idées pour les entreprises? Je pense qu'à partir du moment où on va reconnaître d'abord que l'expérience de la maladie, l'expérience de difficultés de santé ne concerne pas des populations particulières, mais nous concerne tous, aujourd'hui ou demain,
que personne n'est à l'abri de problèmes de santé. Autrement dit que la vulnérabilité, elle est fondamentalement humaine et non pas différentielle, c'est-à-dire une vulnérabilité qui serait la caractéristique de telle ou telle catégorie de personnes. Si on commence à penser à cette vulnérabilité humaine, du coup on est amené à repenser autrement le travail, l'organisation du travail, les exigences du travail, de manière à prendre en compte les fluctuations des capacités productives. Et les fluctuations des capacités productives, encore une fois, ça n'est pas le problème seulement des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est le problème de tout un chacun, parce que nous avons tous, à certains moments, des temps où nous sommes au mieux de notre forme, et à d'autres moments où ce n'est pas du tout le cas, pour des raisons qui peuvent être très différentes. Donc, comment restaurer la compatibilité de cette réalité humaine, qui fait qu'il y a des limites aux exigences imposées aujourd'hui dans le monde du travail, qu'il y a des limites quant au rythme de travail, quant à la charge de travail, et que si on veut mieux outiller les personnes pour faire face aux difficultés du travail, il faut à la fois penser cette question des marges de manœuvre à tous les niveaux de l'organisation, c'est-à-dire quelles sont les latitudes qu'on laisse à tous les niveaux de l'organisation pour composer, arbitrer, équilibrer, etc. Il faut aussi permettre que ce qu'on appelle aujourd'hui les collectifs de travail puissent continuer à fonctionner comme collectifs de travail, c'est-à-dire que l'entraide, la solidarité, la transmission des expériences fonctionnent. Plus on va continuer à individualiser, plus on va du coup accroître les difficultés de régulation de ces problèmes de fluctuation des capacités productives. Il faut aussi sans doute rompre avec le déni du réel, hein, c'est-à-dire des limites, rompre avec le déni de cette vulnérabilité. La représentation du travailleur comme étant tout au long de sa carrière professionnelle et tous les jours de l'année impliqué, performant, efficace, disponible, c'est une production de... on est en train de faire du Walt Disney quand même. Hein. La réalité n'est pas celle-là. Donc si on s'intéresse réellement à la réalité, il va falloir effectivement prendre en compte cette question et amener des transformations qui ne peuvent plus être des transformations à la marge. Ça doit être véritablement des transformations du travail. Les transformations à la marge, c'est typiquement au retour d'une consultation chez le médecin du travail, une inaptitude au port de charge. La personne reprend son activité avec l'inaptitude au port de charge. On pense qu'on a résolu son problème. On n'a pas résolu son problème. On a déporté son problème sur les collègues. Si elle ne peut pas porter de charge, c'est les collègues qui vont porter la charge. Jusqu'au moment où eux-mêmes vont s'user, ou jusqu'au moment où eux-mêmes vont dire « on est usé », ou jusqu'au moment où la personne va dire « je sens que la relation avec mes collègues se dégrade, je vais entrer dans des conflits avec eux, je reprends ma tâche de porte de charge pour prévenir ces conflits ». C'est la même chose sur le mi-temps thérapeutique, par exemple. Le temps partiel thérapeutique, si vous voulez, sans réorganisation du travail, sans réévaluation de la répartition de la charge de travail, va conduire à ce que les collègues assument ce que la personne n'est plus en capacité d'assumer sur un mi-temps ou sur un temps partiel, ou va conduire la personne, pour prévenir les difficultés, à faire sur un temps beaucoup plus réduit toute la charge qui lui revient. Donc finalement, en fait, ce qu'on fabrique, c'est des mesures prématurées, c'est des tensions dans les équipes, et c'est à terme la démultiplication de la production des personnes qui ont des problèmes de santé au travail. Donc on peut dire qu'à terme, c'est contre-productif cette approche individuelle. Il faut aller vers une transformation du travail. Une transformation du travail qui passe par la reconnaissance de la vulnérabilité humaine. C'est la raison pour laquelle on parle d'humaniser le monde du travail. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup mesdames. J'ai bien compris que vivre et travailler avec une maladie chronique aujourd'hui est un enjeu crucial et complexe
aussi bien pour le malade, mais aussi pour les organisations du travail, et que instiller cette nouvelle humanité doit se faire par une transformation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.